Je vais juste vous donner un exemple. Il y a quelques mois, un médicament dans le cancer du poumon métastasé, avec un génotypage de la tumeur très particulier, a eu son autorisation de mise sur le marché avec un essai de phase 2 sans bras contrôle sur une réponse tumorale. Il y a 5 ans, ça aurait été considéré comme quelque chose d'inconcevable. Inconcevable. Donc on voit que de fait, la façon d'évaluer les médicaments est en train de changer. Et même au-delà de ça, on parle aujourd'hui de médecine personnalisée. Alors si on fait un médicament pour, j'exagère, mais un médicament pour un sujet, comment on va faire les statistiques, sachant que les statistiques c'est pour des grands nombres. Et puis si on va jusqu'au bout, on devrait évaluer les médicaments qu'en combinaison avec les soins non médicamenteux. Et alors comment fait-on pour évaluer des médicaments en même temps que des soins courants, voire des soins non conventionnels, puisque c'est même de plus en plus à la mode. Et d'ailleurs au passage, est-ce qu'on doit évaluer l'acupuncture, l'hypnose, etc. comme un médicament? Et de plus en plus de nos concitoyens utilisent ce genre de soins. Et donc il faut les évaluer. Donc vous voyez, il y a plein de questions autour de l'évaluation du médicament. Et donc il faut en discuter et il faut essayer d'être lucide, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de pression financière, et d'ailleurs je dois déclarer mes conflits d'intérêts. Pendant un temps, j'ai travaillé pour la commission de transparence, qui est l'institution française qui évalue les médicaments en vue de leur remboursement, et il m'arrive aussi de conseiller en méthodologie les firmes pharmaceutiques. Donc je connais le bon côté et le mauvais côté de la force. Alors, on va essayer, si on essaie de penser comment évaluer le médicament dans le futur, il faut essayer de réaliser pourquoi on l'évalue comme ça aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Alors, premier point important, qui va vous paraître très loin de la question de l'évaluation du médicament. Il faut penser que la médecine contemporaine ne s'est pas construite comme elle est sans aucune raison et sans aucune évolution historique qui a obéi à une certaine logique. Et cette logique, on peut considérer qu'elle correspond au cours des trois derniers millénaires au fait que la médecine est devenue graduellement de plus en plus efficace au prix d'un certain autoritarisme physiologique. C'est la physiologie, en envahissant le domaine de la médecine, qui a permis de la rendre efficace. Et je vous donne juste en quelques minutes le panorama de ce qui s'est passé. Il y a 3000 ans, 4000 ans, il y avait déjà des médecins, il y avait des chamans, il y avait des gens qui soignaient des personnes en souffrance et qui leur donnaient des herbes et qui s'intéressaient au cosmos, à l'intégration entre la souffrance et l'environnement et la religion, etc. Il y a 3 ou 4000 ans, il y avait une médecine intégrative que l'on cherche tous aujourd'hui. Mais cette médecine ne marchait pas. Et petit à petit, il y a eu un écrémage de la pensée médicale. On a commencé par dire que l'épilepsie, ça n'était pas la colère des dieux, c'était quelqu'un qui allait mal. Donc ça, on arrive à Hippocrate il y a 2500 ans. Mais Hippocrate avait une théorie médicale, une théorie des humeurs, qui était une théorie qui n'avait rien à voir avec la réalité biologique que l'on a aujourd'hui. Par exemple, Hippocrate parlait de la bile noire. On ne sait pas ce que c'est que la bile noire aujourd'hui. C'est peut-être le sang qu'il y avait dans la rate, ou peut-être les sécrétions des surrénales. En tout cas, la bile noire ne correspond à aucune réalité biologique. Il parlait du flegme aussi. Le flegme, et il avait dans l'idée qu'il y aurait eu une communication entre le cerveau et les narines, et que quand on avait des mucosités qui coulaient, c'était une expression du cerveau, et que donc, il y avait des théories complètement folles. C'était un grand médecin quand même. D'ailleurs, peut-être que c'était plusieurs médecins. Il paraît qu'Hippocrate n'était pas qu'une seule personne, mais plusieurs personnes. En tout cas, il a aidé à construire la médecine, il a enlevé un côté théologique, mais il avait une théorie qui était folle, et cette théorie, petit à petit, a changé au cours des centaines d'années. Galien, par exemple, qui était le médecin des gladiateurs, a pu faire une espèce d'expérimentation biologique sans faire d'expérience, parce que les gladiateurs se tapaient dessus, et ils voyaient quand il y avait des lésions que ça impliquait telle ou telle chose, et que par exemple, quand un gladiateur recevait un coup sur la tête, il pouvait y avoir des séquelles cognitives, et que quand il recevait un coup dans le cœur, il y avait moins de séquelles, en général pas de séquelles cognitives. Et donc, ça confirmait bien que c'était dans la tête que se passait ce qui génère la pensée, etc., etc. Et puis on arrive à Vézal, vous avez sûrement appris ça en premier cycle. On commence à faire de l'anatomie humaine, et puis il y a Claude Bernard qui est
une espèce de symbole emblématique de la médecine contemporaine, au moins en France, mais même sur la planète en général. C'est-à-dire, c'est la médecine expérimentale, avec la physiologie. Et ça a eu un impact considérable sur la structuration de la médecine dans notre société, puisque vous savez qu'il y a des cardiologues, des pneumologues, des dermatologues, des urologues, des endocrinologistes. Les psychiatres, c'est à part. Mais c'est pas sans raison, hein. Il y a des médecines d'organes, et vous voyez au passage, l'esprit a été mis à côté, et on a dédié une spécialité particulière pour s'occuper des maladies mentales. En tout cas, la physiologie a mis son empreinte dans la structuration de la médecine, y compris au XXIe siècle, ça perdure. Et bien sûr, pour le meilleur, puisqu'il faut être honnête, la médecine après Claude Bernard est colossalement plus efficace que la médecine avant Claude Bernard. Alors bien sûr, comme tout succès, il a des effets indésirables. Parmi les effets indésirables, il y a, j'ai calculé, le nombre d'heures de cours qui ont attrait à la biologie pendant le premier et le second cycle des études médicales. Si on inclut biochimie, histologie, etc., on arrive à 600 heures à peu près, à comparer avec le nombre d'heures de cours de psychologie médicale, entre 5 et 20 en fonction des UFR. Donc à l'évidence, la médecine contemporaine est devenue efficace au moment où elle s'est biologisée, elle s'est physiologisée. Et bravo. Bravo. Donc, fin du premier chapitre, je rentre dans le deuxième chapitre, bravo, sauf que c'est un demi-bravo. C'est-à-dire que la biologisation de la médecine est un demi-succès. Et je vais vous lire juste quelques lignes de Claude Bernard qui démontrent très bien pourquoi il n'y a qu'un demi-succès. C'est la page 195 de l'introduction à la médecine expérimentale. On peut le télécharger gratuitement sur Internet. Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer. Et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Mais ce n'est pas à l'aide de la statistique que l'on y arrivera. Jamais la statistique n'a rien appris ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes. J'appliquerai encore ce que je viens de dire à toutes les statistiques faites pour connaître l'efficacité de certains remèdes dans la guérison des maladies. Donc ce que dit Claude Bernard là, c'est extrêmement violent comme position pour un scientifique. Normalement, les scientifiques sont assez souples dans leur façon de présenter leurs arguments. Là, c'est violent. Pourquoi c'est violent? Parce que c'est idéologique. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, cette idéologie, ce clivage idéologique dans le monde de la recherche biomédicale perdure aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point, aujourd'hui, dans la communauté médicale hospitalière et de recherche, universitaire et de recherche, il y a des collègues plutôt biologistes, plutôt avec une pensée bernardienne, qui cherchent des mécanismes et des déterminismes, et puis des collègues qui sont plus intéressés par la réalité statistique de ce qui se passe. Je donne quelque chose contre quelque chose d'autre, et au final, qu'est-ce qui marche le mieux? Comment ça marche? Ça ne m'intéresse pas. Le principal, c'est que ça marche. D'ailleurs, à tel point qu'à la commission de transparence, qui évalue les médicaments pour leur remboursement, il y avait une doctrine non écrite qui est que le mécanisme d'action d'un médicament ne doit pas rentrer en compte pour sa prise en charge par la collectivité. Vous voyez, c'est exactement l'inverse de Claude Bernard. C'est une position violente, anti-biologique. Le mécanisme d'action ne doit pas intervenir pour décider si un médicament est efficace ou pas. Alors que c'est faux. C'est excessif. En tout cas, la réalité, c'est que Claude Bernard a tort. Vous le savez, la statistique est indispensable aujourd'hui pour dire qu'un médicament est efficace. C'est indispensable. À tort ou à raison, mais c'est indispensable aujourd'hui. Pourquoi c'est indispensable? Eh bien parce qu'on ne peut pas déterminer ce qui a fait que le malade a succombé. On ne peut pas le déterminer. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, deux malades ayant la même maladie, le même phénotype, la même étiologie, avec le même traitement, l'un peut mourir et l'autre peut survivre, et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué, tellement multivarié,
On ne connaît vraisemblablement pas aujourd'hui un grand nombre des variables qui font qu'un patient va survivre alors que l'autre va mourir. Et donc du coup, on ne peut pas déterminer et faire qu'en agissant sur la cause, alors le patient va guérir. Donc ça, il faut voir qu'au milieu du 19e siècle, c'était l'essor de la pensée rationnelle et on a eu le fantasme qu'il pourrait y avoir une pensée rationnelle déterministe en médecine. Et bien même aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors ça n'est pas pour ça que la biologie est inutile pour développer et évaluer un médicament, pour évaluer les effets indésirables, et même pour faire des étapes précliniques, on va se servir de modèles biologiques, mais ça n'est pas suffisant, et je vais juste vous donner 2 exemples. Quand j'étais étudiant en médecine, un professeur de cardiologie, au tableau, m'a démontré que les bêta-bloquants étaient une contre-indication dans les insuffisances cardiaques. Et c'est parfaitement logique physiologiquement, parce que, eh bien, si le cœur bat pas très fort, si en plus on l'empêche de battre vite, c'est la catastrophe. Eh bien aujourd'hui, vous le savez, les bêta-bloquants sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque. De la même façon, en cardiologie, je prends les exemples de cardiologie, j'ai rien contre la cardiologie, c'est que la physiologie est assez limpide, enfin du moins elle apparaît comme étant assez limpide. Pareil, en post-infarctus, on peut avoir des troubles du rythme ventriculaire qui sont mortels. Donc il est logique de prescrire un antiarythmique. Si on prescrit de la cordarone, on diminue le nombre de troubles de rythme ventriculaire en post-infarctus. Donc on améliore les patients. Mais si on fait un essai randomisé, on se rend compte qu'ils meurent plus souvent. Donc la pensée déterministe biologique, elle marche souvent, mais parfois elle ne marche pas. Donc in fine, quand on veut vraiment évaluer un médicament, alors on ne peut pas se satisfaire que de pensée biologique. Et en fait, on s'en est rendu compte au fur et à mesure que le XXe siècle s'est déroulé. Il y a eu une volonté d'aller de plus en plus loin dans la médecine déterministe, dans la première moitié du XXe siècle, et on est allé jusqu'à faire des bêtises d'ailleurs, dans la pensée déterministe et expérimentale. Les bêtises qu'on a faites, c'est pendant à peu près la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile de faire des expériences sur des sujets humains et donc on a eu l'idée de tester des médicaments sur des détenus en prison. Ça a été un peu le stade ultime de l'expérimentation tous azimuts et bien entendu ça a suscité des tollés intermétiques, bien entendu. Et on s'est dit stop, ça suffit. Il y a sûrement une autre façon de faire des expériences en médecine et c'est là que la statistique est arrivée. Alors la statistique avait déjà été développée mais pas longtemps avant, dans les années 20 et 30 par un statisticien, Fischer, qui faisait de l'agronomie et donc il tirait au sort des semences de maïs pour voir dans quelle parcelle ça poussait le mieux. Et les collègues de l'époque se sont dit, eh bien, on va utiliser la statistique pour évaluer les produits de santé, les médicaments. Et ça a été le début des essais randomisés après la Seconde Guerre mondiale, avec le succès qu'on leur connaît. Et avec un premier glissement, une première fausse idée qui est que, eh bien, la force des essais randomisés, c'est qu'ils sont neutres théoriquement. C'est-à-dire que évaluer un médicament sur la base d'un déterminisme biologique, ça sous-entend qu'on peut résumer un patient, un malade, à son fonctionnement biologique. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous savez quels sont les deux des grands facteurs protecteurs d'addiction et de tentative de suicide. Enfin, un grand facteur protecteur d'addiction et de tentative de suicide, la religion. Avoir une religion protège du suicide et des addictions. Aujourd'hui, il n'y a aucun modèle biologique, neurobiologique des religions. Et on en est encore loin. Donc on n'a pas aujourd'hui, de ce qu'appellent les physiciens, une théorie de grande unification de ce qu'est un malade. Un malade, on est obligé, quand on le considère avec un œil scientifique, on a besoin parfois d'un peu de physique, d'un peu de chimie, parfois beaucoup de biologie. Alors à l'interface, on va avoir de la biochimie, de la biophysique, mais beaucoup de biologie. Et puis parfois, et on l'oublie souvent, de sociologie, de psychologie, etc. Bref, la conceptualisation scientifique d'un patient obéit à un feuilletage de champs théoriques. Et donc, la biologie
à elle seule, ne peut pas revendiquer, rien que sur un plan théorique, de pouvoir évaluer qu'un patient va mieux. Alors il y a eu l'idée que la statistique, elle le pouvait, parce que la statistique, elle n'est pas liée à la biologie, à la physique ou à la sociologie. Elle fait juste comparer des groupes sur des critères d'efficacité. Et donc ça a été l'idée d'évaluer les médicaments, comme on le fait aujourd'hui. Et aller tranquillement, au cours des décades après la Seconde Guerre mondiale, est arrivé ce qu'on appelle l'évaluation institutionnelle moderne du médicament, avec les autorisations de mise sur le marché, etc., etc. Alors, sur le site de la Food and Drug Administration, l'agence américaine qui évalue les médicaments, il y a une analyse historique de comment la Food and Drug Administration a organisé son processus d'évaluation. C'est très bien fait. Alors, première surprise, c'est qu'est-ce qui a interpellé les autorités de santé dans l'évaluation du médicament en premier? C'est les effets indésirables, ce n'est pas l'efficacité. Les professionnels de santé publique ont toujours été plus inquiétés par les scandales d'effets indésirables que par les scandales d'efficacité. La société tolère très bien des médicaments pas efficaces. Et donc, très tôt, il y a eu des processus pour vérifier le contrôle qualité de la fabrication des médicaments et utiliser des modèles animaux pour tester la sécurité des médicaments sur les animaux, etc., etc. Et vous savez, et c'est écrit sur ce site de la FDA, qu'est-ce qui faisait que l'on disait qu'un médicament était vraisemblablement plus efficace qu'un autre? Son succès économique. Son succès économique, et ce n'est pas complètement idiot. Et bien sûr, on comprend que ça soit compatible avec une pensée libérale nord-américaine, contre laquelle je n'ai rien du tout. Mais c'est juste une réalité, c'est-à-dire que si les patients prennent le médicament, si les médecins le prescrivent plus qu'un autre médicament, alors il y a de fortes chances qu'il marche mieux. Ce qui n'est pas complètement idiot, sauf qu'ils oubliaient, bien entendu, que les firmes pharmaceutiques dépensent à peu près autant en recherche qu'en visite médicale, en tout cas il y a un certain temps. Et que, bien sûr, que la visite médicale aussi détermine le succès d'un médicament. Et donc, l'efficacité d'un médicament n'est pas que liée au succès commercial de la molécule. Il s'en faut d'un peu loin quand même. Et c'est entre les années 60 et 70 que la FDA marque « Success commercial alone is not enough ». 1970, c'est quand même pas très très loin. Et donc là, les autorités de santé se demandent, alors, il faut évaluer l'efficacité du médicament, mais comment va-t-on faire? Et là, ils se sont tournés vers ce que les scientifiques, les pharmacologues en particulier, faisaient. Eh bien, ils faisaient des essais randomisés. Ils se sont dit, donc, on va utiliser ces essais randomisés pour évaluer les médicaments, et ça s'est fait, et ça se fait toujours. Ok, alors, très bien, peut-être que ça marche, et peut-être qu'il faut continuer comme ça. Alors, d'un côté, oui, on va voir que ça marche. D'un côté, ça marche pas bien. Ça marche pas bien et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On compare les médicaments à des placebos. Mais cliniquement, quel est l'intérêt de comparer un médicament à un placebo? Encore, si on prescrivait des placebos, en l'assumant, on pourrait se dire, au moins c'est mieux que le placebo qu'on prescrit. Mais en principe, on ne prescrit pas tellement de placebos, en principe. Donc quel est l'intérêt clinique de comparer des molécules à des placebos? Deuxième point, un essai thérapeutique, c'est avant tout l'analyse principale d'un critère principal. Et c'est ça d'ailleurs qui détermine la positivité, le caractère positif ou négatif d'un essai. Et évaluer l'intérêt d'un médicament sur un critère principal, c'est quand même très éloigné de la clinique. Un médicament, c'est un rapport bénéfice-risque. C'est ça l'intérêt d'un médicament. On dit tout le temps qu'on évalue lors de l'AMM le rapport bénéfice-risque, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. On évalue le bénéfice avec l'analyse principale d'un critère principal et accessoirement de quelques critères secondaires. On évalue les effets indésirables assez mal dans l'essai thérapeutique. On l'évalue en préclinique, mais dans l'essai thérapeutique, pourquoi on l'évalue mal? Parce que, il n'y a pas tellement de sujets, donc statistiquement, on ne va pas avoir les effets indésirables rares mais graves, qui sont souvent les plus embêtants. Deuxième point, dans l'essai thérapeutique, c'est le médecin qui rapporte les effets indésirables. Mais les médecins ont horreur de voir les effets indésirables de leurs patients, parce qu'ils sont malheureux quand leur patient a des effets indésirables, parce que c'est à cause d'eux. Un médecin, de base, à toutes les défenses que la Terre puisse imaginer,
pour considérer que ce qu'il a fait, c'était mal pour son patient. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Le recueil des effets indésirables dans les essais marche très mal. Donc, les effets indésirables sont mal évalués, mais alors, le rapport des deux, mais pas du tout. Il n'y a quasiment aucune méthodologie qui permette de faire le rapport d'un bénéfice avec un risque. On parlait tout à l'heure de l'isotrétinoïne dans l'acné. Comment comparer un risque infinitésimal d'hépatite fulminante avec le soin de quelque chose qui est d'un côté que cosmétique, mais qui est quand même drôlement invalidant? Comment faire la balance des deux? C'est une question quasiment métaphysique, tellement que les deux n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, en pratique, on vote le caractère positif du rapport bénéfice-risque. C'est un vote. C'est pas de la science. Et puis, bien entendu, on sait que les essais randomisés sont difficilement généralisables parce que pour limiter l'investissement, on prend des patients très purs, donc qui sont très éloignés de la clinique. Qu'en plus, on aimerait bien savoir quand même, quand on teste un médicament, chez qui en particulier il va bien marcher et il va mal marcher. Les analyses en sous-groupe, et on sait que les essais randomisés, ça marche mal pour les analyses en sous-groupe. Et puis de plus en plus, quand même, on s'intéresse à ce que ça coûte. Et là aussi, les essais randomisés permettent mal de répondre à cette question parce qu'ils sont éloignés des pratiques cliniques courantes. Donc alors, pourquoi un truc qui marche aussi mal est tellement utilisé? Alors, parce qu'en fait, l'AMM, l'évaluation du médicament aujourd'hui, n'est pas faite pour savoir si les médicaments sont intéressants pour les patients. Les essais randomisés aujourd'hui, ils sont faits pour s'assurer que ce qu'on donne aux patients ne relève pas du charlatanisme. Alors l'un est lié avec l'autre, mais ça n'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'il faut revenir en arrière, c'est vrai que pendant longtemps, la médecine a souffert de charlatanisme. Et d'ailleurs, entre nous, vous savez, dès qu'on relâche la pression sur le charlatanisme, il s'engouffre à toute vitesse. Vous savez que quand on est malade, même le plus grand scientifique peut devenir complètement irrationnel, accepter n'importe quelle théorie biscornue sur l'origine de sa maladie, et il est prêt à accepter une thérapeutique qui même va lui faire du mal, mais si pour une lubie quelconque, il pense que ça va lui faire du bien, et qu'un gourou lui dit que ça va lui faire du bien, eh bien il peut se lancer là-dedans, et on a malheureusement cette expérience régulièrement. Donc, l'irrationalité en médecine est un élément qui participe à la pratique clinique quotidienne, et autour de cette irrationalité, s'est greffé des gens qui gagnent de l'argent avec. On appelle ça des charlatans. Et c'est vrai qu'il est indispensable de lutter contre le charlatanisme. Eh bien, un essai randomisé contre placebo, c'est vrai que ça a plein de défauts, mais ça permet de dire que le médicament ne relève pas du charlatanisme, puisque on peut dire au moins que ce qu'il fait est plus que la simple relation médecin-malade, agrémentée d'un symbole très fort. Le placebo, ça peut être très fort, d'un symbole qui fait que le patient va aller mieux. Au moins, si je fais mieux que ça, alors je ne suis pas un charlatan. Et vous voyez, c'est là que la réalité de la recherche médicale est compliquée, c'est que quand je vous disais qu'en principe, l'essai randomisé est neutre théoriquement, c'est pas vrai là. L'essai randomisé versus placebo, il n'est pas neutre théoriquement, puisque vouloir montrer que je suis meilleur qu'un soin non spécifique, qu'une relation médecin-malade avec un produit qui n'est qu'un symbole, eh bien, c'est vouloir montrer que j'agis sur la biologie du sujet. Et donc, en fait, je m'acoquine avec une pensée biologique. Alors, vous me direz, mais à quoi ça sert de dire ça? Eh bien, ça sert que quand vous évaluez un soin qui ne se revendique pas d'une théorie biologique, eh bien, il n'y a aucune raison de le comparer à un placebo. Alors, vous me direz, mais quel soin peut se revendiquer d'une théorie qui n'est pas biologique? Eh bien, toutes les psychothérapies, ou la plupart, qu'on utilise en psychiatrie, par exemple. Et puis beaucoup de soins non conventionnels. Vous voyez, par exemple, l'acupuncture ne se revendique pas d'une théorie biologique. Il y a une théorie, mais ce n'est pas la théorie, il y a le yin, le yang, etc. C'est une autre théorie. Eh bien, si l'acupuncture veut être évaluée,
Si l'acupuncture revendique de ne pas relever de la théorie du fonctionnement d'un corps humain qui correspond à notre physiologie, elle n'a pas à se comparer contre un placebo. Et d'ailleurs, quand elle le fait, ça ne marche pas. Vous savez, il y a eu des centaines et des centaines d'essais randomisés. Il y a des placebos d'aiguilles d'acupuncture. Ce sont des aiguilles d'acupuncture. Quand on les enfonce, en fait, l'aiguille s'enfonce dans la culasse de l'aiguille, elle ne s'enfonce qu'un tout petit peu dans la peau du sujet. Et on peut faire des études en double aveugle versus placebo d'aiguille. Et donc, il y a de très nombreuses études comme ça, et l'immense majorité sont négatives. Et donc, nous, on va dire, donc, l'acupuncture ne marche pas. Non. Non. L'acupuncture ne marche pas mieux qu'un placebo d'acupuncture, mais le placebo d'acupuncture marche à peu près aussi bien qu'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc vous voyez le décalage, c'est qu'à force de penser que l'efficacité doit se traduire par une efficacité biologique, on oublie que, en fait, l'efficacité, c'est quelque chose de compliqué. L'efficacité, c'est un patient qui va mieux, et un patient qui va mieux, eh bien, ça ne se réduit pas forcément à un organe qui va mieux, etc., etc. Et ça, les collègues qui font de l'evidence-based medicine, en particulier pour évaluer un médicament, font un glissement épistémologique. Ils pensent qu'ils sont complètement neutres théoriquement, mais en fait, dès que vous vous comparez à un placebo, vous n'êtes plus neutre théoriquement. Ça vous choque ce que je dis, hein? Mais après, vous pourrez me dire que vous êtes choqué et que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Encore une fois, ça fait partie du contrat. Moi, je suis là pour vous dire ce que je pense et essayer de l'argumenter. Alors, j'en arrive au chapitre 4. Aujourd'hui, donc il y a un flou épistémologique dans l'évaluation du médicament. Hein. D'un côté, la biologie, de l'autre côté, la statistique. Et on voit bien que, comme le disait Claude Bernard, les deux ne sont pas miscibles, en principe. Hein. Et même, vous voyez, quand on regarde les chercheurs à l'INSERM, hein, c'est clivé aussi. Hein. 90% des chercheurs à l'INSERM, qui normalement c'est l'Institut national pour la santé et la recherche médicale, obéissent à la pensée de Claude Bernard. Et ça les dérange, la statistique. La statistique, c'est ça. Hein, c'est quelque chose... On n'a pas une belle pensée médicale avec la statistique. Et puis vous avez les 10%, en gros ceux qui font de la santé publique, qui par opposition détestent la biologie. Donc il y a un clivage, mais ce clivage, en fait, quand on le regarde au microscope, en fait, il y a des interpénétrations entre les deux. Aujourd'hui, la génomique, c'est quand même de la pensée biologique, mais on est obligé de faire de la statistique. Et on interagit avec l'environnement. Et l'environnement, c'est aussi épidémiologique. Donc les deux sont obligés de se mêler, et ça fait des problèmes épistémologiques d'interprétation. Et puis, la comparaison contre le placebo est typiquement aussi une espèce d'intrusion du monde de la biologie dans le monde de l'evidence-based medicine. Donc il y a un flou épistémologique et qui, le plus souvent, n'est même pas verbalisé. Eh bien, aujourd'hui, ce flou empêche de faire progresser l'évaluation des médicaments. Alors, pourquoi? Alors d'abord, plusieurs branches de la société sont mécontentes de la façon dont on évalue les médicaments. Premier groupe qui n'est pas content, les payeurs, les assureurs. Alors, les assureurs sont très fâchés parce que ce sont eux qui payent les médicaments. Alors bien sûr, ce sont les assurés sociaux qui payent les médicaments, mais eux représentent les assurés sociaux. Les assureurs, et ça c'est vrai dans tous les pays, les assureurs, les payeurs qui achètent les médicaments, c'est pas eux qui décident des designs des études qui sont réalisées pour qu'ils aient l'information qui va leur servir pour savoir si oui ou non il faut payer le médicament. Ça c'est vraiment très curieux, c'est l'autorisation de mise sur le marché, pour le dire vite, qui décide de la méthodologie qu'il faut utiliser pour évaluer un médicament, et le payeur, il doit se contenter des études qui viennent de l'autorisation de mise sur le marché pour décider si le Jean en vaut la chandelle pour qu'il puisse dépenser l'argent pour les patients qu'il représente. Or, aujourd'hui, il y a une dérive dans l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché qui devient de plus en plus biologisante, avec l'exemple typique de l'étude non randomisée, non contrôlée dans le cancer du poumon métastasé dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi il y a eu une autorisation de mise sur le marché qui a été donnée à ce médicament?
Un, parce que vraisemblablement, il fait plus de bien que de mal. C'est pas très compliqué. Quand on a un cancer du poumon métastasé, l'espérance de vie est tellement limitée qu'il y a peu de chances que le médicament fasse plus de mal que de bien. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais c'est moins dangereux que dans la dépression légère à modérée ou dans l'hypertension artérielle. Premier argument. Deuxième argument, le mécanisme d'action de la molécule est fabuleux. Il est fabuleux. Il peut tenir sur tout ce tableau, tellement qu'il est compliqué. Il est redoutablement élégant, et c'est son élégance biologique. Vous voyez, c'est Claude Bernard qui arrive. C'est l'élégance, c'est le caractère déterminé de l'effet du médicament qui fait qu'il emporte la conviction qu'il est forcément efficace, moyennant quand même le fait qu'il ait eu une efficacité sans bras contrôle sur le pourcentage de réduction tumorale. Donc on verrouille quand même un peu la statistique, quand même il faut un peu de statistique pour être sûr qu'il ne fasse pas plus de mal que de bien, mais c'est avant tout son mécanisme d'action fascinant qui va faire qu'on va autoriser à mettre sur le marché. Mais là le payeur, lui, il n'est plus du tout d'accord parce que le payeur, un patient ne paie pas pour un mécanisme d'action. Un patient ne paie pas pour le caractère esthétique de ce qui se passe sur un tableau. Deuxième groupe qui est mécontent de la façon dont évaluent les médicaments, certains patients. Pourquoi ? Parce que, quand un patient vient vous voir et vous dit, alors par exemple en psychiatrie, un patient vient me voir, il est déprimé, je lui dis ok, la dépression est sévère, ça vaut le coup de tenter un médicament antidépresseur, on va voir dans 3 semaines comment vous allez, enfin, je fais tout comme il faut. Le patient me demande, oui mais alors, si je prends cet antidépresseur, ça va me faire quoi à moi ? Je vais lui dire, vous allez être moins déprimé. Oui, mais ça, c'est encore heureux, j'espère, c'est pour ça que vous me le donnez. Mais de prendre cette pilule, ça fait quoi à l'intérieur de moi ? Alors je vais dire, ça va inhiber la recapture de la sérotonine. Mais c'est pas juste, quand je bois de l'alcool, vous avez tous bu de l'alcool, sûrement, je peux dire ce que ça fait. Ça fait qu'il y a un moment de sédation, d'anxiolyse, que si on avait besoin de courir un 100 mètres, on courrait moins vite, etc., etc. Vous voyez tout ce que je veux dire. Quand on boit un verre de whisky, ça fait quelque chose. Quand je prends un antidépresseur, ça fait quoi ? Eh bien, est-ce qu'un essai randomisé vous répond à cette question ? Eh bien non. Et donc, il y a un vrai problème. Les études que nous faisons ne permettent pas de répondre tout simplement à nos patients qu'est-ce que ça fait de prendre ce médicament. Et ce n'est pas qu'un problème de psy, c'est si je prends du tamoxifène au décours de mon cancer du sein, qu'est-ce que ça fait de prendre du tamoxifène tous les jours ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous prévient les récidives. Oui, mais ça, j'ai compris, mais ça fait quoi en pratique ? Eh bien, alors on va lire la liste des effets indésirables, mais c'est même pas ça, parce que, en fait, si on le fait pour l'antidépresseur, vous voyez, vous connaissez les effets indésirables des antidépresseurs, mais ce que dit un patient quand il prend un antidépresseur, c'est avant les émotions, ça s'accrochait à moi, et maintenant elles sont en distance, c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les gens et moi. Mais vous voyez, cette information, eh bien aujourd'hui c'est zéro, on n'a pas ce type d'information. Or, cette information, on en a un besoin pour la pratique clinique de tous les jours qui est évident. C'est évident. Donc il y a de quoi ne pas être content. Alors qu'on dépense des milliards d'euros pour évaluer les médicaments, il y a de quoi ne pas être content de ne pas avoir ces réponses. Deuxième point, de plus en plus, les patients, quand ils vous demandent est-ce que ça va marcher, c'est est-ce que ça va marcher sur moi ? Et là, on leur répond, on ne sait pas. Parce que quand on dit il y a 60 chances sur 100 que ça marche sur vous, on est bien d'accord que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, nous avons tous été très embarrassés pour expliquer ce que ça veut dire, même quand on est enseignant de statistique, je vous promets. Imaginons 100 personnes qui seraient comme vous, alors il y en aurait 60 et 40, mais on ne peut pas imaginer 100 personnes qui seraient comme moi. Et si elles sont vraiment exactement comme moi, elles vont toutes guérir de la même façon, puisqu'elles sont exactement comme moi. Donc, d'ailleurs, entre nous, il y a un vrai problème
quasiment d'ontologie autour de qu'est-ce que ça veut dire que avoir 60 chances sur 100 de guérir. Hein. C'est-à-dire, on voit bien, et quand on le dit, bon, il vaut mieux avoir 70 que 20. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si on n'a que 20 chances sur 100, on voit bien qu'on n'est pas bien barré. Mais en pratique pour soi, on ne voit pas ce que ça veut dire. Et donc de plus en plus de patients demandent ce que ça va faire pour eux et sont même à deux doigts de l'exiger, puisqu'aujourd'hui, les sujets, c'est les histoires de postmodernisme, le sujet existe et il revendique sa singularité et le fait que sa singularité soit prise en compte par la société, y compris par les médecins. Et d'ailleurs, si la médecine personnalisée a un tel succès, c'est que quelque part, elle répond à cette attente. Enfin, le concept répond à cette attente. Donc, fin du 4e chapitre, il y a un flou épistémologique, et en plus, il y a des attentes qui ne sont pas remplies. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation, mais après avoir critiqué, etc., il faut que je propose des solutions pour être constructif. Hein. Alors, je vais d'abord faire comme les candidats aux élections, c'est-à-dire je vais d'abord en rajouter plein. Hein, alors, il faut au moins faire tout ce qu'on fait, c'est le minimum syndical, hein, pour être sérieux, pour ne pas être des charlatans. Parce que c'est capital que le médecin contemporain ne soit pas un charlatan. Là, en ce sens-là, laisser randomiser est un outil indispensable. Et d'ailleurs, même, je vais au-delà de ça, laisser randomiser est même l'outil méthodologique le plus utile pour permettre de pouvoir dire que l'on n'est pas un charlatan. Hein. Laisser randomiser, c'est l'outil méthodologique qui permet d'être le plus efficace pour apporter une réponse convaincante à une question simple. Et la question simple, c'est « est-ce que je suis un charlatan, oui ou non ?» Et je veux être convaincant pour dire que je ne suis pas un charlatan, eh bien, la solution la plus efficace, c'est de faire un essai randomisé. Et je suis sûr que vous avez tous eu cette expérience, vous lisez tous des articles, vous aussi, parce qu'il y a la lecture critique d'articles, etc. Vous lisez des articles, vous lisez des études épidémiologiques qui montrent que les pesticides, c'est un facteur de risque de maladie de Parkinson. Ouais, d'accord, c'est vrai. Bon, mais vous lisez un essai randomisé qui teste les matelas durs versus les matelas mous dans la prise en charge de la lombalgie, du lumbago. Eh bien, en fait, le matelas dur, c'est pas mieux que le matelas mou. C'est randomisé, ça va contre ce que vous pensiez depuis 30 ans. Eh bien, si c'est publié dans une bonne revue, que c'est bien fait et que les résultats sont clairs, eh bien, à la fin, vous dites, ouais, ils ont raison. L'essai randomisé entraîne un phénomène de conviction qui est quasiment unique. Et vous savez d'ailleurs, hein, et c'est pas une blague, quand on parle de niveau de preuve, hein, vous savez, on dit l'essai randomisé, c'est le plus haut niveau de preuve. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelle était la définition du mot preuve ? Eh bien, que ce soit en français ou en anglais, que vous pouvez regarder dans l'Encyclopédie Universalis, qui était un vieux truc, ou dans le Stanford Encyclopedia of Philosophy, une proposition est prouvée si elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Eh bien, l'essai randomisé est une méthodologie reconnue et il entraîne une croyance. Et c'est pas mal, hein. Je ne dis pas ça pour me moquer. C'est juste que l'essai randomisé, par la pureté de son design, a une force de conviction colossale. Et c'est bien d'ailleurs parce que comme ça, les médecins changent leurs habitudes, qui peuvent être mauvaises. Hein. Avant, on mettait les enfants sur le ventre, etc. Si vous faites un essai randomisé, et il y avait plein de pédiatres qui disaient il faut les mettre sur le ventre, hein, c'est mieux, hein, voilà, alors qu'on en tuait comme ça. Hein. Eh bien, vous faites un essai randomisé, il est bien fait, vous montrez que vous en tuez moins sur le dos, je vous promets qu'après, c'est dur de dire aux parents qu'il faut continuer à le mettre sur le ventre. Et donc ça c'est la force terrible au sens positif du terme de l'essai randomisé. Donc oui, l'essai randomisé est utile. Hein. Oui, ne pas être des charlatans, c'est extrêmement important. Donc oui, il faut continuer à en faire. Oui, bien entendu. Mais ça suffit pas. Alors, il faut faire plein d'autres choses.
Il faut faire plein d'autres choses. Alors par exemple, il faut interroger les patients. C'est-à-dire il faut faire des études qualitatives où, dans un essai, on peut le faire dans un essai, on va prendre un sous-groupe de patients et puis on va leur demander, tiens, ça vous a fait quoi de prendre ce truc-là? Vous pourriez m'en parler pendant 3/4 d'heure, tranquillement, voilà, parce qu'on vous a demandé des listes d'effets indésirables, mais parfois on n'a pas envie de dire que ça fait du mal, ou pour ne pas faire de la peine aux médecins, etc. Mais dites-moi ce que ça fait. Et ça coûterait pas cher et on aurait une information clinique très utile. Alors bien entendu qu'il faut faire des études de cohorte aussi, c'est-à-dire des études non randomisées, bien entendu, parce que ça permettrait d'avoir de vrais patients dans un vrai pays, etc. Alors bien sûr, c'est pas randomisé, donc le niveau de preuve et de conviction est moins important, c'est vrai. Encore que, je vous assure, avec l'habitude, même quand c'est pas randomisé, quand c'est bien fait, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Quand vous avez 50 000 patients suivis pendant 5 ans, quand vous avez équilibré les modèles avec plein de covariables, quand vous avez des tailles d'effets assez considérables, que c'est dans votre pays, que ce sont vos patients, vous savez exactement comment ils sont, on se sent quand même plus tranquille que quand c'est un essai qui est fait en Amérique du Sud. Parce que c'est la réalité aujourd'hui, beaucoup d'essais sont faits à l'étranger. Donc oui, il faut faire des cohortes, bien entendu, et en plus ces cohortes, on peut les mettre en route dans des CHU, et ça ne coûte pas si cher que ça. Il faut faire des registres, donc des cohortes, mais avec des critères d'inclusion systématique. On a du big data, on a des bases de données de l'assurance maladie, donc les données existent. On a plein d'ordinateurs pour les analyser. C'est pas si simple que ça, d'analyser les données de la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais enfin, il faut le faire et on peut avoir plein d'informations, notamment sur les effets indésirables qu'on arrive si mal à évaluer avec les essais randomisés. Donc il y a tout ça, vous voyez. Donc il faut un panorama d'évaluation. C'est ça l'avenir. Sauf que bien sûr que c'est pas ça, parce que ça va coûter trop cher. On peut pas faire tout ça. C'est comme je vous disais, c'est comme un candidat pour les élections, je veux dire qu'il faut tout faire. Non, il ne faut pas tout faire. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut enlever? C'est ça la vraie question. Donc, oui, il va falloir faire du qualitatif, oui, il faut faire des cohortes, oui, il faut faire des registres, oui, il faut analyser les bases de données de l'assurance maladie, ça coûte quasiment rien. Donc ça, il faut le faire. Du coup, il faut enlever autre chose, il faut l'enlever. Sinon, les prix des médicaments vont encore augmenter et ce n'est pas tenable. Mais qu'est-ce qu'il faut enlever? Les essais de phase 3. Voilà. Donc vous savez, il y a des essais de phase 2, enfin 1, ça compte pas trop. 2, c'est des petits essais randomisés, des petits gros parfois. Puis 3, c'est des essais, il y en a même qui coûtent 200 millions d'euros, un seul essai. Un médicament, un essai, une indication, 200 millions d'euros. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les 3/4 de ces 200 millions d'euros, ils servent juste à être sûr que les résultats vont être crédibles. Pourquoi? Parce que c'est la firme qui va vendre le médicament qui évalue son médicament. On est dans une situation de conflit d'intérêts assumé, et c'est comme ça depuis le début des essais randomisés, depuis sur la FDA. C'est-à-dire, on dit que comme il y a un fantasme de neutralité, comme c'est de la science et que la science est en théorie neutre, si la firme évalue scientifiquement son produit, comme c'est neutre, il ne va pas y avoir de biais. Bien entendu que c'est faux. Quiconque a travaillé dans le business de l'évaluation des médicaments, on sait que rien que par exemple les critères d'inclusion, les critères d'efficacité, vous pouvez très bien les choisir pour avantager telle ou telle molécule. Et ça se fait tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions entre les institutions, entre les autorités et les firmes, parce qu'ils voient comment ils veulent tricher, les autres ils disent non, là vous êtes en train de tricher, ah bon, etc. Donc, et tout ça, ça coûte un argent fou, et que cet argent on le retrouve dans le prix du médicament après. Donc c'est n'importe quoi. Donc il faut arrêter de faire des essais de phase 3 qui servent juste à montrer des temps de survie sans progression dans le cancer de la prostate alors que ça ne sert à rien, que ça coûte très cher, qu'on ne sait pas chez qui en fait il faut donner le médicament ou pas, et en plus la plupart de l'argent il sert juste à lutter contre les conflits d'intérêts. Donc il y a un jour, il faut être courageux, il faut dire, on va... Ça marche pas si mal que ça, le développement du médicament et l'évaluation. On va faire du préclinique, de la phase 1, de la phase 2, et puis arrivé en phase 2, les médicaments iront dans des centres experts labellisés au niveau européen,
où là, il y aura une espèce de pré-AMM pour centre expert. On n'en est pas si loin que ça. Hein. Et là, il y aura mis en place des registres, des cohortes systématiques où les patients seront suivis 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, on analysera plus ou moins en continu, hein, avec des modèles bayésiens, etc., comment se situe le médicament par rapport à la pharmacopée et même par rapport aux soins non médicamenteux. Et une fois qu'on aura des données solides dans chaque pays, alors on pourra dire en avant, on peut la lâcher dans la vraie vie, dans tous les pays. Bon, alors bien sûr, c'est un tremblement de terre. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas les seuls, parce qu'il y a les États-Unis, et qu'aux États-Unis, on ne peut pas imaginer que l'évaluation du médicament soit faite par à l'échelon fédéral, vous savez, parce qu'aux États-Unis, l'échelon fédéral est considéré comme le mal, c'est-à-dire que l'État c'est le mal, c'est le citoyen qui est le bien, et donc si elle affirme de le faire, c'est elle qui prend le risque, et si ça ne marche pas, c'est elle qui paye, puis si ça marche, c'est elle qui gagne. Voilà. Même s'il y a des conflits d'intérêts, ça coûtera plus cher, mais c'est tout. Alors c'est vrai qu'eux, ils vont avoir du mal à avoir cette logique. Mais là, je pense qu'au niveau européen, on est vraiment convergent en ayant plus une pensée publique, au sens de santé publique, et de se dire qu'au bout du compte, c'est évident de dire que l'évaluation du médicament devrait relever du service public, et pas du privé. Hein. Il suffit de le dire pour se rendre compte que c'est naturel. Mais bien sûr, ça va être difficile, il va falloir changer des habitudes, mais il faut commencer par en parler, et c'est ce qu'on fait ici, et je vous remercie pour votre attention.